c'est l'heure de la plus belle, de la première et de la meilleure matinale de notre pays. Vous êtes sur RTI 1 et avec nous, c'est Matin Bonheur. Chers téléspectateurs, moi j'ai envie de vous demander ce matin, quoi consommer pour avoir une bonne hygiène diététique ou même éviter ou prévenir les maladies cardiovasculaires. Vous aurez les éléments de réponse dans ce numéro de Matin Bonheur et n'oubliez pas qu'il y aura d'autres articulations à vous proposer. Le sommaire aussi à vous proposer, ce sera juste après la météo qui nous permettra de savoir qu'est-ce qui se passe dehors et ensuite le premier point de l'actualité. Merci de vous installer. On part maintenant. Allez, qu'est-ce que nous allons vous proposer aujourd'hui? C'est le sommaire à présent qui commence avec ces couleurs. Combien ça coûte direction nos marchés pour savoir en cette période de fête quels sont les différents coûts des denrées alimentaires. Nous avons aussi Info Jour J. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2021. Du sport, forcément et bien obligatoirement. Chaque matin, faire quelques exercices. Pour votre plus grand plaisir, surtout, ça vous permettra d'être bien en forme. Et la revue de presse. L'actualité reviendra bien sûr. La revue de presse aujourd'hui, l'intégrale. Renaud recevra un invité pour décortiquer tous nos titres. Sans oublier que nous aurons l'invité du jour. On parlera de cette bonne hygiène diététique à avoir et qu'est-ce qu'il faut consommer pour éviter les maladies cardiovasculaires. Elle est déjà dans ce studio. Elle sera avec nous avant la fin de cette émission. Vrai ou faux, en compagnie de Méliane Cuny. Voilà, que nous allons proposer Info Express pour terminer. Merci à la réalisation pour ce beau petit voyage à travers nos titres. Maintenant, on passe à combien ça coûte. Combien ça coûte aujourd'hui? Voilà, nous allons commencer par les produits vivriers. Donc, nous avons la pomme de terre à 600 francs. On rappelle que c'est au kilo. La pomme de terre à 600 francs, la patate douce à 200 francs, des oignons violets à 700 francs, des oignons blancs à 650 francs. C'est un prix qui a été revu à la hausse. Le piment à 800 francs, la tomate type salade à 900 francs et des navets à 700 francs. On poursuit avec de la boucherie cette fois-ci, des viandes de bœuf sans os locales à 3500 francs, de viande de bœuf avec os locale à 3000 francs, viande de mouton locale à 4000 francs, des rognons de bœuf importés à 1800 francs, des langues de bœuf importées à 1500 francs, des pâtes de bœuf importées à 1800 francs et des tripes importées à 1500 francs. On reviendra forcément sur ces informations pour vous savoir qu'est-ce que nous avons comme coût concernant les denrées alimentaires en cette période de fête. Aussi, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quelques infos. Jour J, c'est maintenant. Et pour les infos Jour J, aujourd'hui, nous commençons dans nos régions. Nous sommes donc à Boaké. Aujourd'hui, le lancement d'un projet de nouveau taxi dans la ville sous la présidence du ministre des Transports, M. Amadou Koné. Belle initiative qui permettra comme ça à ces populations de bénéficier encore de tout ce que nous pouvons offrir. Donc, je rappelle aujourd'hui le lancement d'un projet de nouveau taxi dans la ville de Boaké sous la présidence du ministre des Transports. Du sport dans ces infos. 2 matchs aujourd'hui au stade Robert Champroux. Là, on parle de championnat national. ES Bafing SC Gagnois, c'est à 15h et à 18h, vous avez Lys Sassandra et le CO Korogo à 18h. Donc, concernant le championnat national, 2 rendez-vous aujourd'hui dans cette journée. D'abord, 15h avec l'ES Bafing SC Gagnois et ensuite à 18h, le Lys Sassandra
et le CO Korogo. On reste toujours avec le sport, mais cette fois-ci à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, avec 2 matchs qui sont au programme du Boxing Day. Everton affronte Newcastle aujourd'hui et Manchester d'Eric Bailly et Amad Diallo affrontent aujourd'hui Burnley. Voilà pour les informations des infos jour J que nous vous proposons. Merci de suivre RTI 1 et ses matins bonheur. Depuis quelques minutes maintenant, nous sommes avec vous. On essaie comme ça de valser à travers toutes nos informations et notre conducteur. Et sur ce conducteur, il y a encore, et bien sûr, le sport, fitness. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de fitness santé. Aujourd'hui, nous allons travailler le cardio. C'est quoi le cardio? Ça va juste améliorer votre système cardiovasculaire. Donc, nous allons retarder la fatigue. Nous allons créer la fatigue pour la retarder. Plus vous devenez endurant, et bien plus vous allez reculer la fatigue. Je suis coach Jocelyn et on démarre maintenant. Alors, très bien. Tout doucement, commencez à marcher. Vous allez activer les bras, marcher, et nous allons faire monter le rythme tout doucement. Regardez, en douceur. Très bien. Vous allez commencer à lever les talons vers l'arrière. Levez les talons tout doucement, pas trop haut. On commence en douceur. Très bien. Redressez-vous, restez sur place. Et maintenant, levez plus les talons. Essayez de garder le rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Super. On va monter tout doucement. Regardez mes bras. Vous bougez les bras comme si vous êtes en course. Surtout, redressez-vous et ne penchez pas le corps vers le bas. Redressez-vous, activez les bras et levez les talons. Ce simple mouvement fait monter la fréquence cardiaque. N'est-ce pas? Yes. On va marcher, récupérer. Marcher avec force. Les bras. On passe au niveau 2. OK? On avance. Courez. Levez les talons. Reculez. Avancez. Reculez. Très bien. La suite, doucement. Un genou. Vous pouvez rester au sol. Prenez le temps de récupérer. Levez genou, hauteur de hanche. Genou, hauteur de hanche. Gardez le dos droit. Regardez, je suis au sol. Le pied au sol. Mais cela va changer. Cela va changer. Je décolle. Poussez. Go. Levez haut le genou et gardez le dos droit. Super, continuez. Activez les bras. On va rester à droite. Restez à droite. Levez, levez, levez. Sur une jambe. Encore. Tenez bon. On change de côté. Gauche, go. Encore. Plus haut la jambe. Il nous reste 4, 3, 2. Marchez sur place. Respirez. On récupère. Préparez-vous. Continuez à courir sur place. N'arrêtez pas. Gardez la cadence. Et redressez-vous. Les bras. Yes. On est prêt à mettre le feu? C'est comment au salon? On avance. Restez sur place. Ouvrez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reculez. Ouvrez. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Avancez. Il nous reste 2 fois. Ajoutez les bras pour plus d'intensité. Reculez. La dernière. Tenez bon. Go. 1 et 2.
1 et 2. Croisez les bras, croisez, croisez, étirez. Vous avez été formidable. Prenez le temps de récupérer, marchez. Détendez-vous. Est-ce que votre cœur est arrivé là ou est resté juste là? S'il est arrivé là, tant mieux. C'est l'objectif. Je tiens encore à vous dire merci. Moi, je suis toujours en mouvement. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Alors, si vous avez du temps, continuez à bouger. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Voilà, merci beaucoup à notre coach Jocelyn pour le fitness. Quelques exercices comme ça à faire et c'est important pour le matin. La suite de cette émission avec un dossier qui nous permettra de découvrir ces jeunes ou même ces adultes qui, pour des raisons diverses, sont amenés à faire des cours particuliers. Aujourd'hui, on parle des cours UNESCO. Il faut le dire, quand les cours UNESCO débouchent sur un emploi, tous les détails dans ce dossier de la rédaction du RTI2. Ibrahim est vendeur de poulets au marché d'Adjamé. Tous les soirs, après ses activités, il se rend à l'EPP Nord 2 des deux plateaux dans la commune de Cocody où il suit des cours d'alphabétisation. Aujourd'hui, on a un cours de conjugaison. On va parler des verbes du premier et du deuxième groupe. N'ayant jamais été scolarisé et conscient de l'importance de la lecture et des chiffres pour son domaine d'activité, Ibrahim s'est inscrit au cours d'alphabétisation depuis 5 ans. Aujourd'hui, en classe de CM1, il allie courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie. Je me débrouille mieux, plus qu'avant. Voilà, pour faire les comptes, tout ça, là, pour savoir lire un peu, pour faire tes activités pour toi-même. C'est pour ça que moi j'ai pris décision pour venir faire les cours des soirs. Comme lui, elles sont nombreuses ces personnes qui n'ont jamais franchi les murs d'une école ou du moins qui l'ont abandonnée. Des jeunes déscolarisés et non scolarisés qui ont décidé de revenir sur les bancs dans les salles de classe pour apprendre à lire et à écrire. C'est le cas de Cissé. Âgé de plus de 50 ans, il a tourné le dos à la honte et au regard des autres pour s'inscrire au cours d'alphabétisation. Malheureusement, à l'époque, nous, on n'a pas été à l'école. Donc aujourd'hui, on voit l'importance de l'école. Donc après les renseignements, j'ai trouvé que vraiment on donne des cours ici, il n'y a pas d'âge. Donc voilà ce qui m'a encouragé de venir apprendre aujourd'hui. Vraiment, je suis tout satisfait d'être avec mes enfants ici. Les cours d'alphabétisation. Ces cours sont dispensés aux personnes adultes qui n'ont pas été scolarisées durant leur enfance et qui décident d'apprendre à lire et à écrire. Ces cours vont du niveau 1 au niveau 3, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Le premier trait, comme ça. Tout le monde voit? Après, on fait un rond. Après, on fait la queue. Joséphine Kouadio est la présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Son combat aujourd'hui est de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 40%. On ne peut pas éradiquer, mais on peut diminuer parce que ce n'est pas un virus. Je suis satisfait d'autant plus que quand on nous parle du pourcentage du CP, nos élèves sont dedans. Du BPC, nos élèves sont dedans. BAC, nos élèves sont dedans. En 2020, les cours d'alphabétisation ont enregistré pour le concours d'entrée en 6e CEP un taux de réussite national de 87,5% et en 2021 un taux de 50,97%. Après ces cours d'alphabétisation, ces élèves admis au CEP poursuivent en cours UNESCO, des cours qui vont de la 6e à la terminale. Regardez bien la première forme c'est le simple pass. Est-ce que c'est ce que nous devons choisir? L'Adju est couturier de profession. Les cours d'alphabétisation lui ont permis d'obtenir son CEP avec 162 points. Aujourd'hui inscrit au cours UNESCO, il est le meilleur de sa classe. Quelqu'un t'écrit, puis te dit non que je vais t'aimer, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Vous voyez, c'est compliqué. Au moins quand tu sais lire, tu sais écrire,
tu t'en sors facilement. Les cours UNESCO, en passant par l'alphabétisation, sont à l'initiative des clubs et associations regroupés au sein de la FIAQ, Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Ils sont au nombre de 181 en Côte d'Ivoire. Leur objectif est de contribuer à la réduction du taux d'analphabétisme. Nous faisons beaucoup pour la population parce que plus de 40 000 apprenants que nous formons par an, c'est vraiment pas facile. Et nous rentrons dans le cadre de la scolarisation obligatoire de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Parce que nous voulons former aussi, et je dirais même une jeunesse dynamique, une jeunesse quand même qui pourra demain se prendre en charge. C'est ce que nous voulons faire, en tout cas de cette jeunesse. Ces cours sont généralement dispensés par des jeunes étudiants en fin de cycle à l'université. Ici au cours UNESCO, c'est de façon particulière. Pourquoi? Parce que la majorité des élèves, des apprenants qui sont là, c'est des personnes qui ont quasiment laissé les cours peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour certains même plus que cela. Alors dans un premier temps, ce que nous privilégions, c'est le respect envers les élèves. Et bien sûr, il faut être capable d'employer un certain nombre de conditions permettant à l'élève d'abord de le remettre dans le bain de l'école et en même temps, en le remettant dans le bain, créer les conditions pour que les cours qui sont dispensés soient des cours plus accessibles aux candidats. Selon la FIAQ, en 2020, les cours UNESCO ont enregistré un taux de réussite pour le BEPC 38,77% et 34,06% pour le baccalauréat. En 2021, 28,8% pour le BEPC et 21,52% pour le bac. Ces cours UNESCO ont été bénéfiques pour de nombreuses personnes qui ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. C'est le cas de Brigitte. Des cours d'alphabétisation à l'UNESCO, Brigitte est aujourd'hui infirmière d'État. Elle est présentement en stage au centre de santé urbain d'Akoupé-Zégui. Nous l'avons rencontrée, voici son témoignage. Ce qui m'a poussé même à faire le cours du soir, j'étais partie dans un supermarché. Comme je ne savais pas, je suis rentrée par sortie. Au lieu de rentrer par entrée, je suis rentrée par sortie et on m'a chassée. Quand je partais, c'était juste pour apprendre à lire et écrire. Mais quand je suis partie, les gens ont vu que j'étais un peu fort. Donc ils m'ont proposé même de passer le CP. J'ai dit non, j'étais juste pour venir apprendre à lire et écrire. Et on dit non, il faut faire. Donc la maman a déposé mes dossiers. Première année de bac, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça a marché et il y a eu le bac D. Quand j'ai eu le bac D, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai lancé le concours de une phase et puis j'ai passé. Je suis en deuxième année. En vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des élèves qui suivent ces cours, la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale, nous explique professeur Ngolo Soro, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, la fêtière de la FIAQ. Nous sommes à leur disposition. Si un a un projet dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'alphabétisation, qu'il trouve bien, en tout cas qu'il a bien monté, en tenant compte des objectifs de l'UNESCO, il peut nous le soumettre. Et nous, en notre tour, nous le soumettons à l'UNESCO Paris, qui va le juger et peut-être proposer un financement à ce projet. L'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est de réduire dans les 5 prochaines années le taux d'analphabétisme en encourageant la scolarisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'histoire de Brigitte demeure un témoignage. Un témoignage et aussi une véritable solution dans ce dossier. Des chiffres qui sont la preuve de cette réalité dans notre pays quand les cours UNESCO débouchent sur un emploi, avec des exemples aussi qu'on a pu voir dans ce dossier de la rédaction de RTI2. Nous aurons la deuxième partie de cette émission à partir de 7 h. Vous aurez l'actualité et ensuite des invités que nous allons recevoir. On se retrouve dans quelques instants. J'ai bien aimé le geste. C'est de l'improvisation. Comment? L'improvisation. Merci beaucoup, Régis. Merci. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Encore toutes les actualités d'ici et d'ailleurs. Merci, cher Régis. Kofi, son prénom commence par R. Il y a un autre dont aussi le prénom commence par R. Vous allez la voir tout à l'heure avec son invité. Mais avant, nos appels WhatsApp.
Bonjour la fin de matin bonheur, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi c'est Eunice Chimou, entrepreneur en pâtisserie, 22 ans. Et j'ai juste l'honneur, le privilège de vous souhaiter en ce matin de belles fêtes de fin d'année. Et de partager aussi avec vous tout ce que je fais avant midi. Avant, j'aimerais vraiment saluer, féliciter l'équipe pour tout ce travail que vous abattez pour nous produire cette émission-là chaque matin. Le plateau, il est magnifique, les contenus sont exceptionnels, vraiment continuez et voilà, à nous égayer nos matins. Avant de continuer aussi, j'aimerais vous présenter ma bûche pour ces fêtes de fin d'année. Comme je vous l'ai dit, je suis entrepreneur en pâtisserie et ma page est Eunice Pâtisse. Vous pouvez passer pour voir mes réalisations. Donc chaque matin quand je me lève, je commence par méditer et prier. Ensuite, je prends une douche et après, je m'affaire à faire toutes les tâches qui me sont dues durant la journée. Donc à faire mes commandes de gâteaux, voilà, à faire tout un tas de choses. Donc voilà, lister un peu tout ce que je fais avant midi. Encore merci et bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les appels WhatsApp et merci pour les effets aussi. Hein. Ça donne beaucoup de couleurs dans cette émission. Allez, on revient à l'actualité avec la revue de presse. Il est avec nous, Renaud. Bonjour. Bonjour, Joël. Ça va bien ce matin? Ça va, super. Eh bien, Renaud n'est pas seul parce qu'il y a l'intégrale de la revue de presse à vous proposer aujourd'hui. Il est en compagnie de M. Guillaume Bateau, directeur des rédactions de Notre Voix. Voilà, le très percutant Guillaume Bateau qui est avec nous aujourd'hui. Revue de presse, ça part maintenant. Voilà, bonjour à tous. Joël a déjà planté le décor. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Moi, je l'appelle affectueusement Président. Avec vous, on va décrypter les titres que nous avons sur notre conducteur. Et on démarre tout de suite avec l'Expression qui fait un point rétrospectif de l'année 2021. Oui, nos confrères de l'Expression ont fait une sorte de résumé de l'année 2021 avec le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ensuite, un peu le retour du président Laurent Gbagbo. Et puis, ils ont terminé par les audits qui ont cours dans certaines sociétés d'État. On a des sociétés à participation publique. Oui. Voilà ces audits qui, pour certains, ont conduit certains dirigeants d'entreprises publiques dans les liens de la détention. Ces audits font débat. Nous avons eu l'occasion même ici même à la RTI d'en débattre il y a quelques jours. Bon, ces audits sont diversement interprétés, même si on salue l'action d'assainissement, on va dire, du gouvernement. Personnellement, je regrette que ces actions ne soient pas menées dans un cadre vraiment très transparent. On a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, plusieurs poids, plusieurs mesures. Bon, président. Les directeurs généraux ont tous été mis en prison, d'autres limogés, en liberté. On ne sait pas ce qui conduit l'opération. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Et vraiment, il y a ce petit flou qui entoure cette opération. On espère vraiment que... Mais en tout cas, les enquêtes se poursuivent et on va attendre au terme de ces enquêtes. On espère que ces enquêtes vont se poursuivre et qu'elles vont donner des résultats escomptés parce que ce serait un bon signal pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption. En tout cas, c'est l'objectif de ces audits-là qui ont pour objectif d'assainir la gestion des entreprises publiques ivoiriennes. Un autre titre à traiter aujourd'hui avec vous, Guillaume Bateau, c'est la réponse du PDCI RDA au procureur de la République après la conférence de presse que Adou Richard a animée ce mercredi, plutôt le mardi, conférence de presse au cours de laquelle il a fait le bilan des enquêtes des événements liés à la crise post-électorale de 2020. Oui, le procureur a dit essentiellement que la quasi-totalité des leaders de l'opposition étaient impliqués dans ce qu'on a appelé la désobéissance civile en octobre-novembre 2020, seront poursuivis. On se pose la question, l'opportunité au moment où le Premier ministre, il y a quelques jours, a ouvert la 5e phase du dialogue politique. Le dialogue politique, oui. Pourquoi le procureur joue un peu les tours faites? C'est la question. En griffe, hein? Oui, en griffe. Je joue les trous faits, on met les griffes. Et donc, le PDCI-RDA a réagi hier, par l'intermédiaire de son porte-parole, pour dire que tout le monde, ils sont surpris, ils ne comprennent pas. Et si la volonté du procureur, c'est de titiller, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, peut-être on peut le comprendre, mais si vraiment l'intention de poursuivre le président Henri Konan Bédié, les autres chefs de
du parti d'opposition, ce serait un mauvais coup contre le dialogue politique. Bon, en tout cas, le PDCI a apporté sa réponse et le procureur de la République l'a dit lors de sa conférence de presse. Le statut d'ancien chef d'État et d'ancien Premier ministre ou de ministre n'est pas valable dans le cas d'espèce, donc ils sont tous justiciables. C'est ce qu'il a dit en substance. Bon, on entend le procureur parce que on se pose la question de savoir, plus d'1 an après, mais aussi le procureur a avoué que certaines personnes incriminées sont en fuite. Il n'arrive pas à les retrouver. Bon, mais en tout cas, les enquêtes suivent leur cours. On espère que le procureur ne va pas faire 2 poids 2 mesures et qu'il va faire les enquêtes jusqu'au bout. Et que tous ceux qui sont impliqués, y compris le propriétaire du Baka Vert, sera identifié. Il a dit qu'il a été identifié, il est en fuite. On espère qu'il va le rattraper. En tout cas, la justice va faire son travail dans cette affaire et on reste tous attentifs aux conclusions de ces enquêtes. Eh bien, Monsieur Bato, autre sujet, c'est la première greffe de foie qui a été réalisée en Côte d'Ivoire par une équipe conduite par un médecin ivoirien. Et cette greffe-là a été un succès. C'est une grande satisfaction. Je crois qu'il faut féliciter l'équipe du professeur Kelly qui a réussi cette greffe. Parce que beaucoup de nos compatriotes, même beaucoup d'Africains vivant en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, ont des problèmes de foie. Et je pense que c'est un succès qu'il faut saluer. Il faut espérer que cette équipe puisse avoir les moyens de continuer, de sauver des vies, sauver beaucoup de vies. Et en tout cas, félicitations à l'équipe du professeur Kelly. Et on ne peut que se réjouir de la personne qui a pu bénéficier de cette greffe de foie et espérer que nos hôpitaux, les autres équipes de chercheurs, de médecins de Côte d'Ivoire vont continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, qui, en recevant cette équipe, a dit que la Côte d'Ivoire avait pour objectif de devenir un hub médical. Et donc, cette activité, plutôt cette intervention qui a été réalisée, est la première étape d'un long processus, on l'espère, qui va permettre à notre pays d'accueillir d'autres patients de la sous-région aussi. Hein, qui, on espère la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la sous-région ouest-africaine dans divers domaines. On espère vraiment que du côté médical, on va continuer d'occuper la première place. En tout cas, moi, je suis très, très heureux pour l'équipe du professeur Kelly. Félicitations à eux. Et j'encourage le gouvernement, le Premier ministre notamment, à mettre plus de moyens à disposition de nos chercheurs parce qu'on a des intelligences, on a des expertises. Il faut espérer qu'ils puissent disposer des moyens nécessaires pour faire leur travail. Et en tout cas, en parlant de moyens, l'Organisation mondiale de la santé a appuyé cette opération à hauteur de 30 millions de francs CFA en synergie avec les autorités ivoiriennes. Et ça a permis bien évidemment d'avoir cette intervention qui a permis à un patient de 60 ans de recouvrer la santé. Merci Guillaume Bato d'être venu partager cette actualité avec nous. Avant de refermer, il faut savoir que Guédegba Ignace, l'ex-attaquant de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et surtout de l'Africa Sport National, est décédé ce mercredi ici à Abidjan. Le véloce attaquant du club Oye était atteint d'un cancer de sang qui était en phase terminale et c'est ce cancer qui l'a emporté. Merci de nous avoir suivis. On retrouve Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud. Je vous ai suivi attentivement dans mon petit salon. Merci à M. Guillaume Bato. On se réveille très tôt le matin, on vient à Matin Bonheur, on fait plaisir aux populations. On est là pour travailler pour nos patrons, les téléspectateurs. Oui. C'est nos patrons, c'est nos juges. Oui. J'espère qu'ils n'ont pas été très déçus. Non, on n'est jamais déçus avec vous. En tout cas, merci beaucoup à M. Guillaume Bato. On rappelle qu'il est directeur des rédactions de Notre Voix. Aujourd'hui, c'était l'intégrale avec lui et bien sûr Renaud que nous allons retrouver avant la fin de cette émission. Nous allons dans quelques instants recevoir notre invité du jour. Ce sera, si la réalisation nous permet, juste après cette petite pause et on revient. Voilà, quelques secondes de pause obligatoire pour recevoir notre invité. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Envo Yves Blanchard. Il est nutritionniste. Il fait son entrée, voilà, il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nangui à Bourgois. Vous connaissez le visage. Venez juste à côté de moi, voilà. Vous allez bien? Très bien. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler des mesures hygiéno-diététiques et des maladies cardiovasculaires. Effectivement. Oui, un sujet que vous aimez bien parce qu'il y a tellement de choses à dire. Un gros cadeau pour les Ivoiriens. Un gros cadeau. Un gros cadeau.
Ok, on va s'installer pour offrir ce gros cadeau. Donc, nous sommes dans la période de fête. Effectivement, donc, il y a des cadeaux. C'est pas tout qui est argent. Oui, il faut souvent offrir. Oui. Il faut offrir. C'est des conférences souvent qu'on le fait un peu en entreprise, mais aujourd'hui on le fait gratuitement. Oui. Ouais. Alors, docteur Anvo, on parle de ces mesures hygiéno-diététiques. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'appelle-t-on, mesures hygiéno-diététiques? Alors, par mesures hygiéno-diététiques, c'est l'ensemble des dispositions qu'il faudra prendre pour réduire l'impact ou la survenue d'une maladie, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc c'est l'ensemble, ça concerne à la fois l'alimentation, comme aussi l'hygiène de vie. Voilà, voici c'est l'ensemble de ces mesures qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques. Donc c'est un gros tout. C'est effectivement qui englobe les deux blocs, l'alimentation et aussi les autres facteurs non alimentaires. Alors, lorsqu'on parle ici, dans ce contexte, bien sûr, de maladies cardiovasculaires, quels sont les facteurs favorisants? Alors, il existe plusieurs facteurs favorisants. D'abord, il faut entendre par maladie cardiovasculaire des maladies qui touchent à la fois le cœur et aussi les vaisseaux. Voilà, donc ce n'est pas seulement le cœur. Souvent, ce sont les vaisseaux qui sont touchés, souvent c'est le cœur. Alors maintenant, les facteurs favorisants, il existe plusieurs facteurs. Et on peut les scinder en deux facteurs. Il y a les facteurs non modifiables. Non modifiables, notamment par exemple, l'hérédité. Vous êtes issu d'une famille où il y a l'hypertension, voilà, ces facteurs, on ne peut pas les modifier. Il y a les facteurs comme le sexe, il y a aussi l'âge, donc ces facteurs sont non modifiables. Vous dites que, par exemple, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, nous sommes exposés à l'hypertension artérielle. Ou bien, par exemple, au niveau du sexe, on dira, par exemple, les femmes ménopausées sont plus exposées. Donc ces facteurs sont non modifiables. Oui. Voilà. Maintenant, il y a les facteurs modifiables. Les modifiables, c'est-à-dire que des facteurs comme le poids qui expose, donc un surpoids ou une obésité expose aux maladies cardiovasculaires. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le manque de repos. Le manque de repos, c'est un facteur modifiable. C'est-à-dire que vous pouvez, si on se rend compte que votre hypertension ou bien votre maladie cardiovasculaire est due au manque de repos, alors il faudra vous organiser à modifier un peu ce fait-là, créer les conditions pour vous reposer. Parce qu'on dit par exemple qu'un homme doit faire 6 heures à 8 heures de sommeil. Si du fait de votre activité, vous faites 2-3 heures par jour, 3 heures de sommeil par jour, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous manquez de sommeil, alors vous allez créer les conditions d'une maladie cardiovasculaire. Alors, on va rester sur cet aspect-là. Avant de poursuivre, il y a tellement de choses à dire. Lorsqu'on parle de repos, là, vous parlez d'un temps de sommeil assez convenable et raisonnable qui part de 6 heures, peut-être 7 heures, 8 heures et tout. Est-ce qu'il y a d'autres manières encore de parler de repos? On a des activités, on bouge pratiquement toute la journée. Oui, mais aujourd'hui, le train de vie nous impose. Alors, il faudra que chacun se défende. Je dis se défendre parce que le train aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, il faudra que chacun crée les conditions pour avoir ce temps de repos. Nous sommes tellement occupés, tellement de projets, tellement de choses à faire que nous devons créer ces conditions pour avoir ce temps de repos. Il faudra. Parce que voilà, lorsque la maladie arrive, nous ne pouvons rien faire. Donc il y a le repos, il y a aussi certaines maladies. Le diabète entraîne... chaque fois quand je viens ici, je parle du diabète. Chaque fois quand je viens, je parle du diabète parce que, effectivement, lorsqu'on rencontre beaucoup de personnes qui font des AVC ou bien qui ont des maladies cardiovasculaires, pour beaucoup, ils sont diabétiques. Donc le diabète aussi expose aux maladies cardiovasculaires. Il y a l'alimentation sur laquelle on échange chaque fois. Oui. Il y a aussi le stress. Il faudra vous organiser. Je prends un exemple et cette histoire me fait toujours rire, quelqu'un qui n'a pas sa visite technique à jour, chaque fois qu'il voit un agent de force de l'ordre, bien sûr, il stresse parce qu'il se dit que voilà, bien sûr. Et même si, parce que ces agents sont habillés en bleu, mais tu vois qu'il va voir les élèves en bleu aussi, il va encore stresser. Alors, mais il faut trouver, qu'est-ce qui me stresse? À la maison, c'est monsieur qui me stresse, c'est madame qui me stresse. Attends, c'est les projets que je me suis fixés. Parce qu'on se fixe des projets, souvent c'est difficile d'atteindre. Et là encore, toute la nuit, on ne dort pas, on stresse, comment on fait? Ou c'est le travail même. Le travail, effectivement. Ouais. Donc, essayez de vous organiser. Le stress aussi est un facteur perturbateur. Le stress induit les maladies cardiovasculaires. Donc, ça, ce sont des facteurs modifiables. Donc, essayez de vous organiser. Comment est-ce que venir un peu à bout de ce stress? Et voilà. Donc, c'est tout cet ensemble qui rentre dans ce qu'on appelle les facteurs modifiables. Les facteurs qu'on peut modifier. Les facteurs qu'on peut
essayer d'aménager pour que l'incidence sur notre santé soit moindre. Voilà, ça sont des facteurs modifiables. Alors, docteur Anvo, vous êtes nutritionniste. Effectivement. Moi, j'ai envie de vous demander quelle alimentation s'inscrit dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Effectivement, alors ça, nous rentrons dans les mesures hygiéno-diététiques, donc les mesures liées à la diététique. Alors, il faut réduire certains facteurs. Vous voyez que lorsqu'on parle des maladies cardiovasculaires, il y a les maladies bien sûr cardiaques, comme les maladies des vaisseaux. Alors, si votre hypertension ou bien votre maladie cardiovasculaire est due au fait que vous avez beaucoup de cholestérol au niveau des artères, oui. Mais voyez un nutritionniste pour qu'on vous donne, voici ce groupe d'aliments qui entraîne des dépôts au niveau des artères. N'allez pas sur Internet parce que ce que vous voyez, ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez, il y a des spécialités. Ah, monsieur Angeval, vous allez vous rendre compte que ici, au niveau de votre bilan, on se rend compte que vous avez un taux de cholestérol qui est élevé. Ou bien le cholestérol, il est bon, mais ce sont les graisses qui sont élevées. Donc, alors, on vous guide. On vous guide. Alors, je vous ai toujours dit ici que moi, je suis à l'aise lorsque je mange, par exemple, une sauce graine un dimanche, ça ne me dit rien. Oui. Mais je suis mal à l'aise lorsqu'on me prend un jus de fruits à boire. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ces aliments, on dit, il faut les modérer. On modère. Aujourd'hui, nous sommes en période de fête, on modère. On va les consommer une fois en passant, mais il faut les modérer. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a en son temps, il avait signalé qu'il y a des facteurs que le garçon ne tolérait pas, que la femme tolérait. Bien sûr. Une femme qui a une activité ovarienne pouvait se permettre de boire des jus ou bien manger un groupe d'aliments, par exemple la loco, les frites. Elle ne fera pas du cholestérol. Par contre, nous, vous, moi, lorsqu'on se mettrait à manger la loco ou bien, par exemple, ce groupe d'aliments, on appelle aliments index glycémique élevé. Donc, lorsqu'on va se mettre à manger ces mêmes groupes d'aliments, comme la jeune femme, alors vous allez voir que nous allons entraîner des dépôts au niveau des artères. Lesquels dépôts vont entraîner maintenant les facteurs que nous connaissons. C'est ça. Donc il y a plusieurs groupes d'aliments. Donc selon ce que les spécialistes ont déterminé, votre hypertension est due à ceci. Alors vous venez et puis on essaie de vous guider. Si c'est du fait que vous mangez beaucoup de sel, alors vous venez et puis on vous guide. Alors, lorsqu'en cardio on vous dit diminuer le sel, bien sûr parce que certaines personnes, ils viennent, ils sont sous traitement et puis ils se plaignent. Ah, docteur, malgré le traitement, ma tension ne baisse pas. Mais est-ce qu'on vous a dit de diminuer le sel? Est-ce que vous avez diminué tout le sel? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que les betteraves sont très riches en sodium, en sel? Alors vous allez dire non, que j'ai diminué le sel blanc. Mais est-ce que vous avez diminué les betteraves? Est-ce que vous avez diminué la carotte? Est-ce que certaines personnes me rendent compte qu'aujourd'hui, certaines personnes se rendent compte que l'eau de coco est salée? Certaines personnes se rendent compte qu'au goûter déjà, ils se rendent compte que l'eau de coco est salée. Ah, il a fallu qu'on attire votre attention là-dessus pour vous rendre compte que l'eau de coco est salée. Dans l'entendement de tout un chacun, lorsqu'on dit diminuer le sel, c'est... le sel blanc seulement. Le sel blanc, voilà, le sel marin là, qu'on ne met pas dans la sauce. Non. Et pourtant, il y a tout ce que vous venez de citer. Parce que l'élément clé du sel, c'est le sodium. Ouais. On trouve le sodium dans le sel blanc, mais le sodium sous haute forme dans les aliments et il n'a pas le goût salé. Pourtant, il joue le rôle de sel. Oui. Lorsqu'en cardio, on vous dit diminuer le sel, ce sont tous ces facteurs. Parce que lorsqu'en cardio, on a un régime hyposodium bien résistant sel, on tient compte de ces facteurs. Ce n'est pas le sel blanc seulement, on tient compte des autres facteurs. Et c'est ça. Vous voyez un peu, c'est un peu dans ce ordre-là. Donc, il faudra avoir une spéciale pour vous guider. Lorsque votre hypertension est liée à votre consommation en sel ou bien un taux de cholestérol élevé, alors il faudra voir. Et puis, un conseil très important. Vous voyez, souvent, lorsqu'on voit certaines personnes qui sont sous traitement ils sont sous traitement et médicamenteux pour maladies cardiovasculaires, on leur demande, est-ce que vous buvez l'eau? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Oui, je bois assez d'eau. Mais lorsqu'on fait les calculs, leur consommation hydrique est très peu. Un litre 5 d'eau, non, il boit 5 verres d'eau. Mais un verre d'eau fait combien? 250 ml. 4 verres d'eau fait 1 litre. 5 verres d'eau fait 1 litre 2. Pour une personne de votre âge, non, pas possible. Comment est-ce qu'on boit de l'eau? Alors, la consommation hydrique est très importante parce que dans les recherches que nous avons effectuées les années antérieures, on se rend compte que pour beaucoup de maladies rénales, ce sont ces personnes qui sont hypertendues qui n'ont pas eu des conseils sur leur consommation hydrique. Donc, la consommation hydrique, il faut avoir un plan de consommation en eau. Okay. Donc, il y a le volume d'eau et il y a la répartition de la consommation en eau. Voilà, il y a le volume d'eau. C'est-à-dire qu'on vous demande, vous voulez boire de l'eau, alors prenez votre poids multiplié par 30. Si on va faire par exemple un poids de 80 kg, vous allez faire 80 multiplié par 30, ça fait 2,4 litres. Vous devez boire 2,4 litres d'eau par jour. Ça, c'est un volume. Mais comment boire? Il faut faire une bonne répartition.
Il ne s'agit pas de faire une cuite d'eau. Le matin, boire un litre d'eau et puis laisser le rein vide, laisser le sang vide sans eau toute la journée et puis le soir. Non, non, pas ça. Ces personnes qui ont eu cette consommation en eau, ce mauvais plan de consommation en eau, on a vu que chez eux, lorsqu'on fait le bilan, au niveau de la clairance, les valeurs sont très très faibles. La créate est élevée et la clairance est très élevée, est très faible. C'est comme ça que ça marche. Donc, ayez un volume d'eau, donc ayez ce qu'on appelle un bon plan de consommation en eau qui tient compte du volume d'eau et aussi la répartition de la consommation en eau. C'est très important parce qu'on a vu des patients pour qui, devant les spécialistes, on a vu la créate est passée de 7 à 14, de 14 à 18, 18, 20, 25, 30 et comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, ils arrivent à avoir un néphrologue. Pourtant, on aurait pu le gérer. On aurait pu gérer ces cas-là. Malheureusement, voilà. Et c'est comme ça que ça arrive. Alors que lorsque la créate est élevée, ça implique encore autres facteurs. Et c'est un peu ça. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que les mesures liées à l'alimentation, mais aussi qui ne sont pas aussi liées à l'alimentation. Bien sûr. C'est un peu ça. Dans ces temps qui courent, il faudrait éviter certaines maladies et nous sommes là pour donner ces techniques. Là, on parle de quelque chose de très juste boire de l'eau, mais il y a la manière, il y a la quantité en fonction de qui nous sommes. Effectivement, donc, le poids, en fonction du poids, il faudra adapter votre consommation. C'est très important de boire de l'eau, surtout pour les personnes qui sont sous des traitements médicamenteux. C'est très important. C'est très important. Oui. Voilà. On reste toujours sur ces erreurs à ne pas commettre. Bien manger, il faut manger équilibré. Bien sûr. On parle du petit déjeuner qui serait le plat le plus important, mais pourtant il y a le déjeuner aussi. Effectivement, pour moi, il est encore plus important. Il y a cela. Et encore, je tiens encore à souligner un fait. Tout à l'heure, je n'ai pas insisté sur l'eau. Aujourd'hui, j'insiste juste sur le diabète. Pour terminer, pour moi, la limite entre le diabète et puis les maladies cardiovasculaires est très très fine. Aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte que beaucoup de personnes font un diabète de type 2, je leur dis, on peut le rattraper rapidement. On peut le rattraper rapidement parce que lorsqu'on ne le rattrape pas, qu'il aboutit sur les maladies cardiovasculaires, là, ça devient compliqué. Oui. Voilà. Vous savez que dans une famille, il y a un diabète. Et vous êtes là, vous laissez. Et puis après, non, vous commencez à faire une hypertension artérielle. Je commence à faire une hypertension artérielle. Mais quand ces patients viennent, on se rend compte, non, venez, ok, vous avez une hypertension artérielle, ok, le cardiologue s'en charge. Mais nous allons essayer de chercher autre facteur. Et quand on se rend compte, monsieur, vous faites un diabète caché. Vous faites un diabète caché que la glycémie seule ne révèle pas. Il y a plusieurs examens qui révèlent. Donc j'invite les personnes qui font des maladies cardiovasculaires de pousser, bien sûr, ce n'est pas eux qui sont les médecins, les médecins traitants, mais d'avoir une ouverture sur le diabète. Lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, ayez aussi une vue sur le diabète. C'est important. Ouvrez effectivement, parce que ce diabète-là, lorsqu'on le détecte un peu tôt, rapidement on le rattrape et puis on peut le gérer. Merci beaucoup. Voilà, c'est un peu ça. Docteur Envo Yves Blanchard, on rappelle qu'il est nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, maître assistant à l'université Nangui à Brogua. Chers téléspectateurs, mangez équilibré, buvez beaucoup d'eau et surtout, faites du sport. Merci beaucoup à vous. On aura un grand plaisir encore à vous retrouver, bien sûr, pour un autre moment à passer ensemble dans Matin Bonheur sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Petite pause et quand on revient, on aura le flash de 7h30. Et là, on parlera vrai ou faux avec Méliane Cuny pour la suite du programme. Oui, par anticipation, forcément. Hein. Merci. Merci. 3 points de l'actualité, 6h30, ensuite 7h et 7h30. Et puis on se retrouve dans un an. Justement. Oui. En tout cas, que de belles choses pour cette nouvelle année qui va commencer. Il a dit demain, on sera en compagnie d'Aboulaye Koné pour terminer, bien sûr, cette année, pour terminer cette semaine. Mais demain, quand même, on t'invite, parce qu'on aura une émission spéciale 31 décembre. Hein. Super, j'essaierai. Tout le monde en smoking. Ne pape et tout, sans gilet, cette fois-ci. En tout cas, merci beaucoup à Régis Kofi. Voilà. Allez, pour la suite, bien sûr, ce sera vrai ou faux dans quelques instants avec Méliane Cuny qui nous offre aussi des couleurs dans cette émission. À tout de suite. Voilà, elle est avec nous aujourd'hui, Méliane Cuny, voilà, qui va faire son entrée. C'est bon. Comment ça va ce matin, Méliane? Super bien, super bien. Voilà, avec elle aujourd'hui, on rappelle qu'elle est experte en digital. Ouais. Donc, vrai ou faux,
On va aller encore sur nos smartphones, nos ordinateurs. Oui, on ira sur nos smartphones, sur nos ordinateurs. On vérifiera des informations. L'origine de Cristiano Ronaldo. Tu sais qu'il est africain? Ah bon? Ok. D'accord. Merci. On saura. Ok, donc on s'installe pour savoir. Donc, on s'installe pour savoir. Alors, vrai ou faux avec Méliane Cuny aujourd'hui? C'est une rubrique qui permet comme ça à nous de ne pas faire des erreurs, de ne pas commettre des erreurs. Oui, de ne pas commettre des erreurs, de vérifier les informations. Oui. On passe au peigne fin, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Okay. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, en France, partout dans le monde. Dans vrai ou faux, on vérifie toutes vos informations pour vous. Ok, alors c'est parti. La première information qui circulerait sur les réseaux sociaux nous donne comme ça Cristiano Ronaldo, Congolais de père et de mère. Ah, c'est vrai que tu avais parlé tout à l'heure de nationalité et tout, mais je ne m'attendais pas à ça. Ça a été publié sur le compte Facebook de la FECOFA. Donc on nous dit comme ça que Cristiano Ronaldo est congolais. Bon, c'est vrai. Okay. Peut-être qu'il sait danser, il aime la musique congolaise, mais non, il n'est pas congolais, mais figure-toi qu'il est capverdien. Ok. Donc il serait africain, effectivement, de sa grand-mère qui est capverdienne. Donc Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'il a du sang africain, on peut être fier, mais il n'est pas congolais. Il a des origines capverdiennes. Ouais. Voilà. Il n'est pas congolais de père et de mère, il n'est pas congolais de teint aussi. Non. Mais plutôt, il est plutôt capverdien grâce à sa grand-mère. Oui. Là, on retourne des siècles en arrière. Des siècles, voilà. C'est son arrière-grand-mère qui est capverdienne. Donc, voilà, évitez ce genre de choses. Allons-y, on passe à la deuxième information. On est resté, je pense, dans le milieu du football. Voilà. Blaise Matuidi vient d'accepter de jouer pour les Léopards. Oui. Au Congo. Au Congo. Ah, Blaise Matuidi. Oui, Blaise Matuidi. Ok. Merci pour l'info. Non, mais c'est faux. Ben oui, c'est faux, bien évidemment. Ouais. Et tu vois, le truc, c'est que Mbappé, tu viens quand? Voilà, Blaise Matuidi arrive, toi, Mbappé, tu viens. Oui. Non, il ne va pas là-bas. Oui. Et il ne peut pas, justement, vu qu'il a joué déjà en sélection nationale française. Donc, il n'a pas le droit d'aller jouer, même si c'est votre souhait, c'est votre rêve et tout. C'est bien, mais il ne peut pas. Donc, c'est pas grave, hein? Accepter comme ça. Deuxième info, donc, avec troisième. La troisième, on va parler du Père Noël. Ah, cool. Oui, aujourd'hui, 30 là. On a vu une publication sur les réseaux sociaux disant que le pasteur Marcelo Tounassi affirme que celui qui fête la fête de Noël mourra en enfer. Ah, ok. Donc, ça a été publié 1 million de fois sur les réseaux sociaux, surtout qu'on était à la période de Noël et tout. On a vérifié le compte du pasteur Tounassi, il a juste dit que le Père Noël est une invention diabolique. Donc, c'est trompeur. Lui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais ils sont allés au-delà en disant que oui, vous direz non. Donc, vraiment, le pauvre monsieur, il a été un peu injurié sur les réseaux sociaux. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de polémiques. Dès qu'il fait une publication. Oui, c'est dire. Voilà, donc c'est juste ça qu'il a dit. Il n'est pas allé jusqu'à informer que tous ceux qui ont fêté la fête de Noël iraient en enfer et tout. Donc arrêtez d'extrapoler comme ça. Voilà. Pardonnez, pitié du bon monsieur. Voilà. Okay. On va avec l'autre information. Oui. Angela, est-ce que tu es amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Oui. Oui, je porte du rouge. Donc, tu vois. Parce que selon cette information, ce monsieur aurait arraché ses dents pour faire un collier pour offrir à sa bienheureuse. Bon, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais pour arracher ses dents. Oui, pour faire un collier comme preuve d'amour. Bon, ça va être compliqué. Moi, je travaille avec mes dents. Ah, vraiment, je travaille avec mes dents. Mais c'est un canular. Okay. En fait, ils ont récupéré la photo d'un monsieur qui n'a pas de dents. Oui. Et puis, ils ont fait une publication sur les réseaux sociaux. Sinon, effectivement, il existe des colliers avec des dents, voilà, comme ce qu'on peut voir là. Oui. Ça se vend dans des boutiques. Ah, ok. Voilà, donc le bon monsieur n'a pas arraché ses dents pour faire sa déclaration d'amour. Mais bon, s'il enlève les dents, est-ce que vous êtes sûr qu'elle va l'aimer après? Bouche sans dents. Drôle quand même, de preuve d'amour. De preuve d'amour. Enlever ses dents. Enlever ses dents pour faire un collier pour dire bébé, je t'aime. Oui. Tout à l'heure, je vais demander à Renaud. S'il peut enlever ses dents.
On parle de love vélo, mais bon. Donc c'est faux et ça n'a rien à voir, c'est un canular. Et on a juste fait un montage pour les réseaux sociaux. Donc il faut faire très attention. Oui, elle nous dira tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour vérifier les informations. Oui. On a une autre information qui nous vient cette fois-ci de la Guinée. Ouais, de la Guinée. Comme ça, le président dirait, si vous ne ramenez pas la coupe, vous allez rembourser tout ce qu'on a investi sur vous. C'est faux. Il ne leur a pas dit ça. Lors de la rencontre, il a plutôt donné le drapeau pour les engager, en fait, à ramener la coupe en Guinée. Et puis, ce sont des conseils, des directives qu'on donne en même temps et tout. Le monsieur n'a pas dit de ramener la coupe, sinon ils vont rembourser l'argent. On a eu le cas de Zambacro, mais bon, c'est pas pour tout le monde, quoi. Oh là. Donc, c'est fake news, c'est faux. Fake news, donc. Voilà. On en a encore? Non, là, maintenant, on va aller sur la notion de désinformation, de malinformation, de mésinformation. La désinformation, elle est fausse et elle vise à nuire. La mésinformation, elle est fausse, mais pas délibérément créée pour nuire. Donc, c'est toutes les questions de stratégie. Et enfin, la malinformation, elle est basée sur une réalité, mais utilisée pour nuire. Donc, il y a une différence. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Donc, la désinformation, elle est fausse, elle vise à nuire. La mésinformation, elle n'est pas délibérément créée pour nuire, mais elle est fausse. Mais la malinformation, elle est basée sur une réalité, mais pour nuire. En tout cas, merci beaucoup à Miliane. Elle nous permet comme ça de dormir moins bête aujourd'hui. Et là, on va regarder une petite vidéo qu'on vient de faire, là, voilà, pour découvrir une application. On part avec Cherche By, on regarde, vous voyez, on va sélectionner cette image-là. Une image de Noël, un truc de câlin de Noël. Vous allez voir que ça va nous dire exactement, voilà, toutes les images similaires. Ça nous donne la taille de l'image ici. On a toutes les images similaires utilisées avec le Père Noël, vous voyez. Automatiquement, on vous dit le site et la plateforme sur laquelle ça a été publié. Donc, avec Cherche By, vous pouvez vérifier toutes vos photos. Si vous voulez, on fait un deuxième test. On va prendre, on a vu une image sur les réseaux sociaux d'un pistolet que les gens utilisaient pour partager. Voilà, ça. Par exemple, quand tu fais ça, que tu recherches, ça te dira automatiquement où trouver, comment trouver, sur quelle plateforme, sur quel site et tout. Mais voilà, c'est ça. J'aime bien ce que j'ai vu, la photo. Il me faut cet appareil-là. Ah, on se va à ce level-là. Il me faut cet appareil-là hein, pour distribuer les billets de banque. Voilà. En fait, avec cette application qui s'appelle Cherche By, on a la possibilité de connaître l'origine d'une photo. Donc, vous recevez une information sur WhatsApp. Avant de la partager, vous installez Cherche By sur votre téléphone et vous recherchez la photo. Donc, quand vous recherchez la photo, vous allez voir d'où elle provient, sur quel site, sur quelle plateforme elle a été publiée la première fois. Donc, ça vous permet de vérifier l'information tranquillement, quoi. Tout simplement. Voilà, donc lorsque vous recevez des informations, on se dit, ah oui, attention, voilà telle photo. Allez, Cherche By, vous allez vérifier. Ça vous dira, ça a été publié sur tel site, sur telle plateforme, ça vient de tel pays. Donc, vous avez toutes les informations. Tu vois, l'appareil que tu voulais, par exemple, on a vu ça sur les réseaux sociaux, c'est un montage, c'est vrai, c'est faux. Ça existe vraiment, c'est un distributeur de pieds. Vous pouvez l'avoir en ligne. Alors, parlant d'applications, moi, ce que j'aimerais demander, c'est, on a très souvent ces applications-là dans nos smartphones et tout. Est-ce que c'est pas lourd? Est-ce que souvent, on n'a pas le téléphone qui se plante, qui bug? Non. Déjà, pour les applications, il faut télécharger des applications qu'on utilise. Voilà, c'est la première des choses. On en découvre tout le temps. Il y en a tout le temps. Cherche By, moi, je viens de découvrir. Moi, ce que je fais, c'est que j'installe. Quand je finis d'utiliser, je désinstalle, mais je note quelque part et c'est enregistré dans mes applications téléchargées. Donc après, on peut l'installer ou désinstaller en fonction de la mémoire du téléphone et tout. Mais généralement, ces applis-là ne sont pas lourdes. Non, celle-là ne fait même pas 200 mégas, donc ça va quoi. Ça tient facilement. Ça tient facilement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on retient de vrai ou faux aujourd'hui? C'est quoi la mésinformation? C'est quoi la désinformation? Et aussi, il faut éviter en ces périodes de pandémie et autres, de partager toutes ces informations qu'on reçoit. Faites attention, évitez de rendre des gens plus malades qu'ils ne le sont. Voilà, donc évitez de partager ces informations parce qu'après, ça peut nuire. On se dit juste que c'est just un joke, c'est juste pour s'amuser, mais après, on a vu les répercussions avec cette histoire du Niger. Bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup à Méliane. Merci. Méliane qui va rester avec nous. Cette émission, on la termine dans moins de 10 minutes. Voilà. Nous allons aller avec l'actualité encore. Avant de vous dire, bien sûr, au revoir, Renaud est de retour pour Matin Express. Merci de nous retrouver pour Matin Express. Le 27 décembre 2021 restera une date mémorable pour le secteur ivoirien de la santé avec la réalisation de la première transplantation hépatique sur donneur vivant à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville. Nous recevons ce matin le professeur Kelly Eli, chef de service de chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Treichville, qui a conduit l'équipe de chirurgiens au succès de cette première intervention en Côte d'Ivoire qui a été réalisée sur un patient de 60 ans. Bonjour professeur Kelly Eli. Alors, la transplantation hépatique est une opération au cours de laquelle un foie qui est malade, on dit pathologique dans notre jargon, est remplacé par un foie qui est sain. Ce foie sain, qu'on appelle également le greffon, peut être pris à deux sources, soit chez un sujet cadavérique, donc patient décédé, soit chez un sujet vivant. Alors dans notre cas, nous avons eu recours au don par un patient vivant. Alors, il s'agissait de soigner une patiente qui était porteuse d'une cirrhose compliquée. Elle était obligée de rester confinée dans sa chambre et subir de façon hebdomadaire des évacuations du liquide qui s'était accumulé dans son ventre. Le professeur Kelly Eli qui vient de nous expliquer l'importance d'une transplantation. Autre point, professeur Kelly Eli, le gouvernement ivoirien et l'Organisation mondiale de la santé ont contribué à environ 30 millions de francs CFA à cette première expérience qui s'inscrit dans l'histoire médicale de la Côte d'Ivoire. Quel est pour vous le défi à relever à travers cette intervention ? Faire les transplantations d'organes en Afrique, c'est bien, mais le défi, il faut que ce processus-là soit accessible à la majorité de la population. C'est ça qui fera de cette innovation vraiment quelque chose de noble. Il faut qu'elle soit accessible à la majorité de la population, que le cultivateur de Bouna ou de San Pedro ou de Maféré puisse, en cas de nécessité, puisse accéder aux dons d'organes. Ce sera un combat que je vais mener. Ce projet-là, il dure depuis les années 88-90. Hein. Donc, sans patience, on n'arrive pas à faire de grandes choses. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fier d'avoir réalisé ça au pays. Professeur Kelly, vous avez bénéficié de l'expertise d'une équipe égyptienne. Comment avez-vous préparé cette intervention et quelle a été sa durée? À Abidjan, nous avons fait une formation. Nous nous sommes entraînés à faire la transplantation. On a fait des simulations. On a fait ça sur une centaine de spécimens pour que les gestes soient acquis, pour que les coordinations se fassent. Parce que la transplantation, je peux la comparer à la prestation d'un orchestre philharmonique. Vous avez vu, dans les orchestres philharmoniques, il y a plus de 50 personnes qui jouent chacun à son instrument. Et c'est le maître qui dirige. C'est un peu ça. C'est une question de coordination. C'est pas, on peut être bon chirurgien, mais ça ne suffit pas. Parce que le processus est bien stéréotypé, avec des moments clés. Et il y a des choses à faire à certains moments. Il faut l'avoir fait.
il faut l'avoir vu faire plusieurs fois. Donc, c'est en cela que la chirurgie des transplantations est quelque chose de spécial. Mais celle du foie est encore plus spéciale parce qu'elle est la plus complexe. Elle est vraiment la plus complexe. Alors la nôtre, l'opération du donneur a duré 5 heures, le processus de prélèvement, et l'opération du receveur a duré 12 heures. 12 heures. On a commencé à 9h30 et on a fini à 21h. 21h15. Voilà. Voilà comment s'est déroulée l'opération. Donc évidemment, il y a eu des moments où le stress s'est abattu sur l'équipe, la plupart des membres de l'équipe. En termes de ressources mobilisées, on estime les personnes impliquées à 15 personnes, en gros. Les anesthésistes au nombre de 4, et puis le reste des chirurgiens. En tout cas, félicitations à votre équipe et puis bravo pour cette opération qui a duré en tout, on l'imagine, 17 heures. Eh bien, docteur, on sait tous que ce type d'intervention n'est pas toujours sans risque. Y a-t-il donc un risque pour le donneur et aussi pour le patient qui a reçu son foie? C'est de dire aux Ivoiriens que le don du foie est une intervention qui n'est pas, elle n'est pas dénuée de complications, mais le risque de décès est pratiquement nul. Il est nul. Hein? Et le bénéfice qu'en tire le malade est énorme parce que les patients qu'on greffe, c'est des patients qui ont une espérance de vie de moins d'1 an. Nous, on fait l'estimation sur 3 mois. On a des formules en regardant l'état du malade, ses paramètres biologiques. On peut calculer son risque de mortalité sur 3 mois. Et c'est basé sur cet indicateur-là qu'on propose la transplantation. Donc, 80% des personnes transplantées devraient mourir dans l'année en cours, vous voyez. Mais quand on le fait, sur 5 ans, il y a 80% qui survivent. En tout cas, merci professeur pour cet exploit et surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bonne chance pour la suite. Merci. Monsieur Kobia Renaud, au revoir et au revoir aux téléspectateurs de Matin Bonheur. Voilà, nous étions avec le professeur Kelly Eli, chef de service chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Treichville. Et c'est lui qui a dirigé l'équipe de chirurgiens ivoiriens et égyptiens qui a mené avec succès la première greffe de foie en Côte d'Ivoire ce lundi 27 décembre 2021. Une prouesse médicale qui est une grande première dans notre pays et qui en fait le premier pays en Afrique de l'Ouest à réaliser ce type d'intervention. Merci Anjoal. Et cela est à saluer. Oui, franchement, c'est à saluer. Cela est vraiment à saluer et c'est une véritable fierté pour la Côte d'Ivoire. Avant de terminer cette émission, on revient sur nos infos jour J donc à Bouaké. Aujourd'hui, avec le lancement d'un projet de nouveau taxi dans la ville sous la présidence du ministre des Transports, M. Amadou Koné. En sport, pour la suite des infos jour J, eh bien, 2 matchs aujourd'hui au stade Robert Champroux de Marcory à 15h. ES Bathing et SC Gagnoa. Lys Sassandra Seokorogo, ce sera à 18h. Toujours du sport avec 2 matchs au programme du Boxing Day pour l'Angleterre. Everton affronte Newcastle et Manchester d'Eric Bailly et Amat Diallo. Eh bien, reçoit Burnley. Voici pour les infos jour J. Demain, c'est le 31 décembre. Ce sera une émission assez spéciale à vous proposer. Merci Méliane pour le sourire. Voilà. Tout le monde en smoking demain. Oui, tout le monde en smoking, bien sûr, dans cette émission. Et vous aurez une belle petite surprise. Renaud, viens. Méliane, on va se mettre debout. On va terminer cette émission. Voilà. Renaud qui va nous rejoindre et ensemble, on vous dira, voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Demain, on sera encore ensemble pour la dernière de l'année 2021, voilà, concernant Matin Bonheur, mais on va revenir l'année prochaine. dès le 3, on va revenir l'année prochaine pour encore vous faire plaisir. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission et à demain.
Que Dieu vous garde. Au revoir.